On va maintenant passer à notre dernière présentation de la journée. Celle-ci va être présentée par M. Mustapha El-Dimni du Bureau de normalisation du Québec et par Mme Nadia Michel de Gestion Monox qui vont nous présenter la communication pour agir en prévention sur les intoxications au monoxyde de carbone. M. El-Dimni est un ingénieur spécialiste dans le domaine de l'ingénierie des matériaux et de la géologie appliquée aux travaux de construction. Il détient un baccalauréat en génie géologique de l'Université Laval et une maîtrise en sciences spécialisée de l'Université de Qadi Ayad. Durant son parcours professionnel en expertise et en ingénierie depuis plus de 27 ans, M. Ndimni a collaboré à la réalisation de plusieurs projets d'envergure au Québec et à l'international, dont l'exploration et l'exploitation de mines d'or et polymétalliques, ainsi que dans la construction de routes, de ponts, de bâtiments et de parcs éoliens, ou dans les domaines d'excavation par dynamitage et contrôle de vibrations. Après un parcours assez riche dans le secteur minier et dans les laboratoires privés en génie conseil, M. El-Dimni a rejoint une équipe d'experts dans le Bureau de normalisation du Québec et agit actuellement à titre de responsable de programme de la certification des produits, de processus et des services. Présidente fondatrice de Gestion Monox Inc. en 2010, Mme Michel a développé un processus d'intervention de prévention des intoxications par monoxyde de carbone unique au Québec et ancré dans les principes de guide de bonne pratique lors des travaux de sauvetage en milieu urbain, ainsi que du Code civil du Québec. Au cours des dernières années, Mme Michel a déployé une expertise sur plusieurs projets d'envergure au Québec, notamment le nouveau REM à Montréal, le nouveau échangeur Turcot, le projet d'agrandissement de l'Assemblée nationale à Québec, ainsi que plusieurs projets d'agrandissement de centres hospitaliers. Considérée comme une ambassadrice en la matière, Mme Michel assiste également l'industrie, les municipalités et les services de sécurité civile et incendie par la sensibilisation, le support aux interventions d'urgence, le développement d'un programme de formation et la mise en service d'un soutien technologique relié à la gestion et la coordination des sites d'excavation de rocs à l'explosif. Nadia Michel s'applique dans son milieu par le biais de conférences et de présentations de la norme de ses enjeux de mentorat entrepreneurial féminin, des activités de l'OBI. Ainsi, elle siège au CA de la Société d'énergie explosive du Québec. Elle est membre de l'AICA, International Society of Explosive Engineers, et a également été nommée au prestigieux prix de RBC Women of Influence. Mme Michel est reconnue par sa passion et sa détermination à léguer un héritage positif à la société par le développement de meilleures pratiques et procédés lors d'utilisation d'explosifs en milieu urbain. Monsieur Dimni, ça va être à vous. Vous m'entendez? Oui. Merci, Pierre-Luc, pour la présentation et puis merci pour l'attention à cette présentation. Alors, le sujet d'aujourd'hui, donc, en fait, c'est pour parler de la communication des intoxications au monoxyde de carbone. Puis, donc, une partie de cette présentation sera assurée par Nadia Michel, donc concerne la communication et puis la prévention. Voilà, donc, juste à titre de présentation, le Bureau de normalisation de Québec, le Bureau de normalisation de Québec, c'est une référence en normalisation depuis 60 ans et puis c'est une unité d'affaires d'investissement au Québec. Il comporte plus de 65 employés, puis il est impliqué à l'échelle canadienne et à l'international. Puis le Bureau de normalisation de Québec, il est accrédité par le CCN, c'est-à-dire le Conseil canadien des normes. Ce dernier est veille à ce que tous les organismes d'évaluation de la conformité respectent les normes nationales et internationales reconnues les plus rigoureux. Puis la mission maintenant de BNQ, elle est basée sur des méthodes reconnues internationalement et puis les travaux de BNQ favorisent l'innovation plutôt et l'amélioration de la qualité des produits, des processus et des services. Puis mais dans l'objectif que soit accepté sur tous les marchés. Donc, ça, c'est vraiment notre mission. Afin de répondre à tous ces besoins-là, donc le BNQ est constitué par plusieurs équipes. Donc, il y a une équipe qui s'appelle l'élaboration des normes.
notre équipe pour la certification des produits, des processus de services, puis d'autres équipes qui sont à l'environnement et puis l'évaluation de laboratoire et la gestion des systèmes ISO. Donc, il y a plusieurs équipes qui collaborent et puis afin de sortir des normes et puis des protocoles de certification adaptés aux besoins du marché. Alors, pour mieux structurer les organisations, les services de BNQ, donc, ils touchent plusieurs secteurs d'activité. Donc, parmi ceux, il y a l'infrastructure EV urbaine qui nous concerne ici, puis la protection et sûreté. Donc, bien évidemment, il y a plusieurs secteurs d'activité comme santé et mieux-être, etc. Donc, il y a plusieurs services. Alors, en ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, qui est le monoxyde de carbone, donc, il nous paraît pertinent de mettre l'aspect réglementaire dans son cadre historique. Bien sûr, le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est toxique, qui est incolore et inodore. Donc, il est la source de plusieurs cas d'intoxication. Donc, il peut avoir des conséquences, bien sûr, graves, voire mortelles. Puis, lorsque le gaz toxique s'infiltre vraiment dans les espaces habités, il peut intoxiquer gravement et provoquer des décès. Puis, bien évidemment, si les espaces ne sont pas munis d'avertisseurs de CO qui résidentiels qui peuvent faire un avertissement. Donc, il faut avoir aussi des équipements de détection pour affirmer sa présence parce qu'il n'est pas perceptible jusqu'à ce qu'elle fasse son effet. Alors, c'est ça. De plus, donc, plusieurs cas d'intoxication CO qui sont en lien avec les chantiers de construction qui ont été répertoriés dernièrement. Puis les principales causes de ces intoxications-là, c'est plutôt lorsque, après le sautage, il y a absence de dissipation. Et puis, les distances qui sont plus proches, malgré que dans certaines conditions où le sol joue le rôle d'un canalisateur, donc l'intoxication peut survenir aussi à des distances plus loin. Alors, après ça, donc, tout ce qui découle de ça, c'est qu'après ces événements, il y avait tous les ministères se sont mobilisés. Puis, il y avait un guide pratique préventif qui a été élaboré à cette époque. Donc, on voyait les ministères qui étaient impliqués pour élaborer ce guide. Donc, le ministère le ministère du Transport, Commission de la Santé, Sécurité et Travail, ministère de la Santé, Services sociaux, etc. Donc, c'est un guide que tout le monde le connaît dans le monde de travaux de dynamitage. Puis, et par la suite, l'action préventive donc, passe à un autre niveau, ce qui est la normalisation. Donc, on peut dire qu'en 2011, le BNQ il a reçu le mandat pour développer un cahier de charges normalisé, qui, bien sûr, pour des objectifs principaux, c'est que réduire le risque d'intoxication pour les travailleurs et la population, puis bien sûr, réduire la quantité de CO produites lors des travaux. Alors, pour cela, il y avait un comité technique de normalisation qui a été formé à cet effet. Puis, le comité technique, en fait, il y a l'aspect représentativité pour qu'il soit un comité dans le cadre de normalisation. Il doit respecter plusieurs critères. Parmi ces critères, c'est la représentativité, ce que le comité représente les 3 grands groupes, soit par exemple les fournisseurs, les utilisateurs et puis l'intérêt général. Puis, il soit équilibré, donc les 3 parties prenantes. Donc, il faut avoir le même nombre de sièges. Puis, bien sûr, il faut avoir de l'expertise là-dedans. Donc, il faut avoir des experts. Et puis, il faut qu'ils soient transparents, indépendants. À la fin de tout ça, il va y avoir un consensus. Donc, c'est ce consensus-là qui permet d'élaborer soit un protocole, soit un cahier de charge, soit une norme. Donc, ça, c'est la base. Donc, si on voit ici les différentes parties qui ont collaboré à l'élaboration de ce cahier de charge, donc on voit déjà la Société d'énergie explosive de Québec, qui a largement contribué à son élaboration. Le comité est formé par plusieurs personnes qui nous écoutent en ce moment-là, puis d'autres probablement qui ont quitté. Et voilà. Donc, après ça,
Donc, on continue. Donc, en 2012, donc, le cahier de charges normalisé, il a été élaboré. Donc, il a vu le jour. Puis, après 3 ans, c'était le 26 mars 2015. Donc, c'est là où il a commencé à avoir son aspect obligatoire et contractuel. Donc, il a été premièrement inclus euh, comme, comme, comme obligation dans le cahier de charges normalisé 1809-300. Le BNQ 1809-300, c'est vraiment c'est tout ce qui est en relation avec les travaux de construction des canalisations souterraines, travaux de sauvetage par tranchée, etc. Donc, dans ce chapitre 9, tout ce qui est attrait aux vibrations, puis au monoxyde de carbone, donc ils sont inclus dans le chapitre 9 et puis il fait référence à la norme comme une obligation. Après ça, en 2017, donc le ministère du Transport il a intégré c'est-à-dire ce cahier de charge là, dans le CCDG, donc le cahier de charge de vie générale du ministère du Transport. Donc, on voit qu'à partir de 2015-2017, donc, le référencement au cahier de charge a commencé avec, devient contractuel. Donc, ce sont des obligations. Avant, c'était juste un guide. Alors, pour ce cahier de charge-là, donc, on peut voir rapidement juste un aperçu. Donc, il y a plusieurs chapitres, bien sûr. Le plus important, là, c'est plutôt le chapitre 1. Là. Le chapitre 1, c'est plutôt le domaine d'application parce qu'il s'applique essentiellement dans tout ce qui est tranché. Tout ce qui est face libre, c'est pas applicable. Les carrières, c'est pas applicable. C'est pas applicable au domaine minier. Donc, c'est vraiment c'est très important le domaine d'application. Après ça, tout ce qui est 4 à 9, là, c'est plutôt tout ce qui est exigence générale et puis en passant par le processus de communication et tout. Donc, voilà. C'est ça ce qu'on vient de dire, donc, qui est applicable aux tranchées. Puis, d'autres types d'excavation faites par le sautage. Par exemple, un boulder, c'est quelque chose qui a plusieurs faces libres, c'est pas appliqué. Donc, il est destiné essentiellement aux entrepreneurs généraux et aux entrepreneurs spécialisés. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur responsable des dommages provoqués par leur activité doivent assurer que de la mise en place des mesures de prévention nécessaires. C'est les entrepreneurs donc sont les plus concernés par ce cahier de charge. Puis le devis n'empêche pas le CO de s'infiltrer dans le bâtiment habité, mais plutôt il permet d'effectuer des interventions d'urgence. C'est très important là parce que l'objectif c'est d'éviter des intoxications graves et mortelles. Et puis très important aussi, c'est que la participation des organismes est décrite juste à titre informatif en annexe de ce cahier de charge. C'est pour cette raison que la norme donc s'adresse aux entrepreneurs, mais aussi à toutes les parties prenantes. Donc à cet effet, dernièrement, le BNQ a publié un dépliant informatif afin de démystifier comment on peut assurer la sécurité qui fait sortir les différents aspects de la communication avec les différents intervenants et les responsabilités des entrepreneurs. Je pense qu'une copie de ce dépliant a été déjà communiquée par la SEQ, c'est-à-dire à ses membres. Donc, si vous voulez procurer une copie, juste me faire mention dans la chat, je peux vous envoyer une autre copie. Puis, c'est ça. Donc, elle est disponible pour consultation. Ici, les différents chapitres des cahiers décrivent vraiment c'est le choix des méthodes, la communication, la coordination et les alertes. Ces éléments vont être abordés plus précisément avec Nadia Michel, gestion de Monox après ma présentation. Donc, je ne vais pas rentrer dans plus en détail. Si vous voulez avoir la norme, vous n'avez qu'à rentrer dans le BNQ.ca 6.ca. Donc, toutes les normes sont disponibles pour téléchargement. Les frais sont vraiment modiques. Puis, juste pour vous dire que ce cahier de charge, le cahier de charge normalisé pour le monoxyde de carbone, il y a des nouvelles. Donc,
il est en révision. C'est pas en révision. On prévoit de commencer la révision. Alors, c'est le processus de normalisation exigé par le Conseil canadien de normes exige quoi? Exige plusieurs étapes. La première étape, c'est de produire un document préliminaire et formation de comité. Après ça, il y a l'étude en comité. Après ça, il y a la publication, consultation publique. Puis, à la suite, on passe au vote. Et finalement, il y avait la publication. Maintenant, pour ce qui est... OK, excuse. OK, c'est ça. Donc, parce que le Conseil canadien des normes, donc, il exige vraiment des règles très strictes. Par exemple, il faut que la durée de vie des normes, habituellement, c'est 10 ans. Il se peut qu'il y ait un petit peu plus là, mais dépendamment des circonstances, mais habituellement, il ne faut pas que norme dépasse 10 ans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en 2012, il y avait la norme de la publication de cahier de charge monoxyde de carbone 2012. Donc, on est en 2022. Donc, logiquement, on est là-dedans. Là. On est dans la période de révision. Donc, et puis, bien sûr, ça c'est 10 ans, mais il y a aussi la pertinence. Ce qui est vraiment quelque chose qui pousse à faire changer la version existante. De cela, il y a un examen systématique. Un examen systématique, c'est que on fait un revue de la norme, on vérifie est-ce qu'il y a quelque chose qui pousse à faire sortir une nouvelle version, une nouvelle édition, puis basé sur les commentaires de l'industrie. C'est-à-dire que toute l'industrie, elle est appelée à envoyer des commentaires et puis des demandes de changement, etc. Alors, pour le cycle de vie des normes, donc c'est ça. Donc, en 2012, il y avait émission. Puis, il y a plusieurs processus qui se déclenchent juste après. Parce qu'il y a certains articles, certaines exigences, elles vont être reconduites, ils vont rester les mêmes. D'autres, ils vont être modifiés et reconduits. Ben, d'autres qui vont être révisés. Les chapitres complets, c'est nécessaire, peuvent être reconduits. Puis d'autres chapitres aussi peuvent être archivés. Puis à la suite de tout ce processus-là, il va y avoir publication d'une nouvelle édition ou remplacement carrément. Donc, soit une nouvelle. Donc, pour cela, vous pouvez vous impliquer si vous le souhaitez. Donc, c'est très important si vous avez des commentaires, si vous avez des choses à suggérer, à modifier, vous pouvez devenir membre, devenir membre du comité de normalisation. Donc, vous pouvez juste envoyer votre demande à BNQ Info, à commercial.bnq.qc.ca. Puis aussi, si vous voulez être vraiment dans la liste de diffusion des consultations publiques, vous pouvez rester informé, vous pouvez aller à bnq.qc.ca puis infolettre. Donc, il y a le lien qui est là, là. Vous pouvez voir toutes les normes qui sont actuellement en révision. En passant, je voulais juste vous informer que le BNQ 1809-300, qui est relatif à tranchées, et que je viens de dire que c'était le chapitre 9 de mémoire qui concerne les vibrations, travaux de dynamitage, et puis qui fait référence aussi à la norme de monoxyde de carbone. Ben, cette norme-là, elle est en révision. Alors, si vous avez aussi des informations ou des commentaires qui peuvent, que vous jugiez, par exemple, pertinentes à transmettre au BNQ pour qu'ils soient considérés par le comité de révision, alors n'hésitez pas. C'est juste BNQ Info. Donc, BNQ Info, commercial, bnq.qc.ca. Donc, vous pouvez envoyer vos commentaires et puis ils vont être acheminés à la personne qui s'occupe de la révision de la norme. Donc, si vous avez des questions, je vous remercie grandement de votre attention et puis voilà.
Allô? Ça va être au tour à Nadia. Est-ce que ça se peut qu'on doit désactiver le partage d'écran Oui. pour que je puisse prendre le... Oui, effectivement. Ça me dit que tu es encore connecté, Mustapha. Attends, je vais voir comment je t'ai partagé là. Moi, je ne sais pas partager. Partager. Ça, c'est pas partagé. C'est encore partagé, Nadia? Vas-y, Nadia. Bon, bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir de vous partager des informations qu'on a collectées sur le terrain. Donc, le but de la présentation avec le Bureau de normalisation du Québec sur la norme de prévention des intoxications par monoxyde de carbone sur les sites d'excavation à l'explosif, c'est vraiment d'informer, de sensibiliser parce que la norme est encore assez méconnue malgré qu'elle a été créée en 2012. Donc, comme je disais, c'est qu'on veut vraiment sensibiliser les auditeurs à l'importance des meilleures pratiques en lien avec les intoxications au monoxyde de carbone, ainsi que de l'importance de la communication et coordination avec les parties prenantes. Ça, c'est pour assurer vraiment une sécurité optimale sur les chantiers de dynamitage en milieu habité, pour assurer la durabilité de l'industrie, l'utilisation d'explosifs en milieu urbain et, ultimement, de sauver des vies. Donc, on va faire un bref rappel des risques encourus pour les différentes parties prenantes lorsqu'il y a du dynamitage en milieu habité. Je vais partager quelques incidents qu'on a répertoriés majoritairement sur nos projets à nous, mais parfois sur d'autres projets. Vu qu'on est en relation avec les divers services incendies de la province, souvent on m'appelle pour des projets justement où on n'a pas nécessairement opéré. On permet d'assurer la sécurité des gens. On a une étude de cas sur laquelle on va plus se pencher. Puis on va compléter avec la communication, qui est un rôle central, et terminer avec les leçons apprises principalement de l'étude de cas. Donc, les risques encourus pour l'entrepreneur, contracteur, ingénieur, lorsqu'on n'applique pas la norme ou ce qui n'est pas très bien indiqué dans les devis, malgré son contexte réglementaire, comme Mustapha le dit. Les risques, c'est l'arrêt ou le retard des travaux. Au niveau de l'acceptabilité sociale, vu qu'il n'y a pas eu de préparation, souvent du projet, au niveau des impacts sociaux, les parties prenantes sont en opposition au projet. On voit de plus en plus là, des groupes de résidents se réunir ensemble, aller sur les médias sociaux, ils vont directement sur les pages des villes et peuvent carrément faire bloquer un projet. Parce qu'ils sont pris de court, ne sont pas mis au courant ou ils comprennent mal, il y a beaucoup de malcompréhension. La relocalisation temporaire des personnes affectées. Donc, quand on évacue des gens, on ne sait pas quand est-ce qu'on va les réintégrer dans leur domicile. Ça coûte des sous. Aussi, au niveau des assureurs, on a vu une tendance là, qui a été accentuée aussi avec, naturellement, la COVID. Au niveau de la réduction de la couverture ou carrément d'un retrait d'assurance pour les assureurs qui sont au courant de ce risque-là. Il y a des impacts importants sur le budget du projet quand ce n'est pas prévu en amont, parce qu'on arrive sur le bord d'opérer, puis là, on se dit, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que la prévention a été faite? Ah, c'est quoi ça? Donc, il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire avec cette norme-là. Quand c'est pas appliqué, peu appliqué, ou en tout cas qu'il y a des problèmes, il y a un risque réputationnel et ultimement, un risque de négligence criminelle. La norme est arrivée en 2012. Nos opérations, nous, chez Gestion Monox, ont commencé en 2010. Et en 2011, il y a eu un événement particulier que la majorité d'entre vous connaissez, mais d'autres ne connaissent pas. Alors, on a eu une famille, entre autres, qui a été évacuée. On avait au-dessus de 1300 ppm au 3e étage.
selon Santé Canada, à 25 ppm, là, on est en danger. Donc, à 1300 ppm au 3e étage, c'est beaucoup. On a dû récupérer la famille en chambre hyperbare. Il y a eu plusieurs autres familles d'évacuer, puis il y a eu des poursuites pour négligence criminelle sur l'entrepreneur. Donc, ça fait partie des risques encourus qui sont non négligeables. Quelques cas problématiques, j'ai essayé de relever quelques-uns au fil des années, mais par année, là, juste sur nos projets à nous, il y en a toujours entre 15 et 20. Donc, certaines, comme vous pouvez voir sur la page, là, certains de ces événements-là, quand même des grands impacts. Là, le premier, à Laval en 2011, comme vous pouvez voir. Si on descend un petit peu à Rimouski au numéro 7, on a eu 101 personnes évacuées à ce moment-là. À Granby, l'année passée, il y a un quartier évacué, il y a eu un manque de communication entre le bout de feu et le conducteur de pelle. C'est des choses qui arrivent. À Bromont, 10 jours d'arrêt de travaux. Le service de sécurité incendie, on a eu plein les bras avec ce projet-là. Il y a eu vraiment, comme je pense, une dizaine ou une douzaine là, de familles évacuées. Alors, pour notre étude de cas pour la présentation, que j'ai pensé qu'il pourrait être très intéressante due aux informations qui ont été recueillies sur le terrain, c'est à Cap-Saint-Ignace. On a choisi cet événement-là qui a eu lieu le 8 septembre 2021 à 20h30, la première alerte pour les pompiers. Le petit dessin qu'on voit là, ça, c'est les pompiers qui travaillaient avec cette petite carte-là pour se repérer. L'ensemble du projet d'intervention. Donc, en rouge, comme vous pouvez voir, ça, excusez-moi, c'est tous les travaux de réfection des conduites. Donc, sur la rue Caron, ici aussi, la petite rue ici, là, Gamache, ça montait ici jusqu'au coin de la 132. Et puis, la ligne en bleu représente le 100 mètres là, de prévention qui est visé par la norme de prévention, la BNP 1809, que Moustapha vient de présenter. Donc, il faut se rappeler que cette norme-là, au niveau de la prévention des intoxications par monoxyde de carbone, est en 3 volets. Le premier volet qui est au niveau du choix du type d'explosif. Alors, ce qu'on veut éviter, c'est la production de monoxyde de carbone. Et comment ça se manifeste, le monoxyde de carbone? C'est lorsqu'il y a une combustion incomplète. Donc, le premier volet va vraiment être à ce niveau-là. On m'a souvent dit aussi, là, c'est pas juste le choix du produit, mais aussi l'utilisation en terrain. Le deuxième volet de la norme, ça va être au niveau de l'évacuation des gaz directement en chantier. Donc, pas juste l'enlèvement des matelas après le dynamitage, mais aussi des méthodes d'évacuation à la source, même en amont des travaux pour prévenir. Donc, ça va demander une certaine étude du terrain, des facteurs qui sont impliqués. Aussi, si un terrain a déjà un historique d'infiltration, alors on a des passages préférentiels, notre niveau de risque vient vraiment d'augmenter. Le troisième volet que la norme couvre, c'est ce qui est un peu plus connu parce que, bon, on en parle un petit peu plus là avec Monox, c'est vraiment de rejoindre les gens dans la zone à risque qui est visée par la norme. Le rayon, c'est de 100 mètres, d'informer les résidents et de les équiper si jamais il arrive une alerte, d'avoir en main un détecteur de monoxyde de carbone qui peuvent entendre à partir de tous les étages de la maison, d'évacuer, composer le 911. Entre autres, c'est ça. Il y a une portion qui s'adresse aussi au service d'intervention d'urgence, qui est moins connue par l'industrie. Pour eux, c'est très important, là, quand je parle des services d'intervention d'urgence, les services de sécurité incendie. Si jamais il y a une alerte au monoxyde de carbone, quand les gens font 911, c'est le service incendie qui doit intervenir. Alors, c'est très important qu'ils soient au courant que la source de production de monoxyde de carbone est vraiment les explosifs et que c'est par le souterrain.
Le risque est un risque d'infiltration de monoxyde de carbone de jour comme de nuit jusqu'après 14 jours après la fin des travaux. Ça peut migrer jusqu'à 100 mètres et même au-delà. Alors, eux, c'est très important qu'ils aient cette information-là bien avant le début des travaux pour qu'ils puissent s'assurer que tout le monde est en sécurité et si jamais ils ont une intervention à faire, ils puissent appliquer le bon protocole. J'ai essayé de grossir un petit peu la zone, là. Donc, ils avaient commencé à dynamiter de l'est vers l'ouest. Et puis, première alerte est survenue ici, là où on voit le A. C'est une alerte qui a eu lieu à 92 mètres des travaux de dynamitage. On avait 70 ppm. Ils ont dû relocaliser les occupants. Une vingtaine de minutes plus tard, la deuxième alerte est arrivée ici, au coin du manoir ouest et de la route 132, quasiment 243 mètres là, des travaux de sautage. Là. Dans le fond, ils étaient rendus ici, la zone en vert, à dynamiter. Donc, ici, la deuxième alerte est arrivée une vingtaine de minutes plus tard, à 46 ppm dans la maison. C'est quand même une grande concentration, 46 ppm. À partir de 10 ppm, les pompiers vont évacuer les résidents. Puis la troisième alerte a eu lieu ici, là, carrément en dehors de la zone, à peu près à 154 mètres. Là, c'est approximatif. C'est sûr que ça, c'est une étude de cas, puis c'est pas pour faire, comment dire, une enquête, là. C'était pour présenter. Donc, je suis allée avec les informations que le directeur incendie nous a remis. Donc, ça, c'est un peu les informations qu'on a eues. Il faut dire que les alertes avaient déjà commencé dans la journée, mais l'entrepreneur disait aux gens de ventiler et de réintégrer leur domicile. Quand le chantier a été terminé, naturellement, les détecteurs ont continué de sonner. Alors, c'est là que les gens ont commencé à faire le 911. Et puis, les services incendies sont arrivés. Simultanément à ça, le directeur incendie a vraiment mis beaucoup d'emphase à dire qu'il y avait vraiment des grosses pluies qui ont commencé en début de soirée. Et que, bon, ben là, les gens sortaient, comme je l'ai dit, il y avait 20 minutes entre les deux alertes ici. Mais là, ici, on a eu plusieurs évacuations. Les gens sortaient dans la rue, ils allaient voir les pompiers pour dire que le détecteur sonnait chez eux. Alors, eux, ils en avaient plein les bras. Puis, les alertes étaient dispersées sur ce projet-là. Ils se sont posés vraiment beaucoup de questions. Ils en sont venus à déduire que les fortes pluies ont rempli les conduites et ça a pu créer. Puis ici, là, au niveau du manoir, au niveau de l'élévation, c'est plus haut que la route 132. Donc, de l'est vers l'ouest, la conduite va en pente descendante. Et l'eau qui se promenait à ce moment-là aurait fait un effet de tir qui aurait amené le monoxyde de carbone vers les maisons. Puis ici, au niveau de la route 132, c'est l'inverse, là. Alors, de gauche vers la droite, la pente est inversée à celle du manoir ouest. Donc, le monoxyde de carbone revenait par l'autre côté. Donc, ça, c'est juste pour mettre en lumière quelques... je veux démystifier ici, là, il y en a qui font du dynamitage depuis longtemps et qui trouvent que 100 mètres, c'est vraiment une grande distance. Mais ce projet-là vient nous montrer, entre autres, qu'au niveau des distances, là, le monoxyde de carbone peut vraiment se propager au-delà de cette limite-là. Aussi, c'est très important de pouvoir d'envoyer toutes les informations au service incendie en amont des projets. Le monoxyde de carbone, comme Moustapha l'a dit dans sa présentation, c'est un gaz incolore, inodore. Ultimement, peut vraiment tuer des gens. Et c'est pas le but des activités des personnes qui sont qui assistent ici là à la présentation.
Donc, on a appris plusieurs leçons. On a même eu, ça, je n'ai pas mentionné, là, on a eu des lectures parce que là, les services incendies se posaient énormément de questions à savoir comment ça qu'il y avait autant d'alertes et que c'était dispersé. Ils se sont mis à prendre des lectures, même dans les conduites. Ils ont eu des détections à 600 ppm jusqu'à 250 mètres. Il y a des facteurs météorologiques en cause ici, ce qui est une nouveauté par rapport aux études qu'on a eues jusqu'à présent, par rapport à la mitigation des gaz. Les fortes pluies comme ça là, qui remplissent les canalisations, c'est quand même la première fois, moi, que j'entendais parler de ça. J'ai rien vu de ça non plus dans les études à ce sujet-là. Ici, c'est l'importance de l'implication des autorités. J'aime le penser comme ça. On a été chanceux, ce directeur incendie-là connaissait très bien le protocole D, ils ont 4 protocoles d'intervention des services incendies, puis il est impliqué au niveau de l'ACSIC, donc il avait déjà reçu l'information par la promotion des normes, là, puis des webinaires et des conférences à ce niveau-là. Il connaissait ce protocole-là, puis il a pu tout de suite enligner son équipe de la bonne façon. Donc, juste pour vous mettre un petit peu dans la loupe, là, sans entrer dans tous les détails, pour eux, le registre de visite qu'on doit remplir et envoyer au moins 24 heures à l'avance au service incendie avant les travaux de dynamitage, qui va répertorier le nom des gens avec le moyen de communication, puis l'emplacement des détecteurs par résidence. Eux, ils ont besoin d'avoir ça à l'avance, puis ça représente leur rayon d'intervention. Si jamais ça sonne complètement à droite du rayon, eux doivent visiter tous les gens dans le 100 mètres, même pour une seule maison qui sonne. Donc, c'est très fastidieux comme travail d'intervention pour eux. Il y a des coûts qui sont reliés à ça. Alors, eux autres, ils ont obligé aussi l'entrepreneur, il a dû utiliser un système de camions aspirateurs des gaz, puis là, de faire des tranchées supplémentaires, de payer la relocalisation des gens. Il y a de plus en plus de services de sécurité incendie qui envoient leurs factures aussi. Donc, eux, aux 12 heures, ils doivent vérifier chaque résidence pour voir si la lecture de CO est redescendue en bas de 10 ppm. Parce que la réintégration des lieux de façon sécuritaire, selon les codes en sécurité incendie, c'est en bas de 10 ppm pour une maison. Et la communication ici, c'est vraiment un rôle central et déterminant. On a la communication au niveau de l'équipe de projet, au niveau des autorités ici, l'administration municipale, les services de sécurité incendie, entre autres, la CNSST. On a aussi au niveau des citoyens, donc qui doivent absolument être mis au courant à l'avance, le plus possible. Plus qu'on est à l'avance, mieux c'est, parce qu'ils ont le temps de digérer l'information, de poser leurs questions. On veut mettre aussi l'emphase sur une communication bidirectionnelle. Alors, c'est pas juste de dire on fait du dynamitage, puis voici les informations. C'est important de recevoir les questions, de bien les répondre, de prendre le temps avec chaque personne parce que comme vous devez le vivre et que nous, on le vit sur certains projets parfois, ce manque de communication-là, de prendre le temps, ça occasionne vraiment beaucoup d'inquiétudes et tout dépendamment à qui vous avez affaire, là, ça peut facilement monter en épingle. Donc, ici, au niveau de l'équipe de projet, entre autres, là, c'est aussi entre le bout de feu et l'opérateur de pelle. Comme je disais tantôt à Granby, on a eu une infiltration parce que, bon, le bout de feu dit maintenant, OK, tu peux aller enlever les tapis puis dégager la surface. Et puis, là, l'opérateur de pelle trouvait ça un petit peu compliqué. Puis là, le propriétaire de la maison lui a dit, non, t'es correct, va-t'en. Fait que là, c'est arrivé comme ça, en tout cas. Fait que là, l'opérateur est parti, puis les tapis sont restés plus longtemps que prévu. Alors là, on a eu des infiltrations ce soir-là. Puis ça a duré quelques jours. Le quartier a été évacué.
Donc, j'aimerais relever ici que les leçons apprises, il a été démontré qu'une bonne prévention incluant les bons canaux de communication réduit les risques, les plaintes et les réclamations. J'aimerais soulever aussi un point de solidarité envers l'industrie, que ce soit sur un petit projet ou un plus grand projet. L'industrie est comme une équipe et puis quand il arrive quelque chose à quelque part, ça a des répercussions sur tout le monde. Donc, on veut assurer la durabilité de l'industrie en appliquant les meilleures pratiques sur tout type de projet. Et puis, on parle d'explosifs en milieu habité. Et des fois, il y a des gens plus sensibles. Là, on voit des municipalités qui commencent à avoir des règlements plus sévères ou interdire le dynamitage. Donc, nous, on croit vraiment que le dynamitage est sécuritaire et puis c'est ce qu'on promouvoit. On essaye vraiment le plus possible de donner toute l'information possible en amont aux personnes concernées pour assurer justement qu'on puisse continuer d'utiliser les explosifs comme méthode d'excavation de roc en milieu urbain. Et en troisième lieu, j'ai inscrit que ça pourrait être un membre de votre famille. Donc, parfois, on voit la ligne finie à 100 mètres, ça coupe une maison en deux, on la fait-tu, on la fait pas. Nous, ça nous est arrivé qu'une maison, la maison juste après notre rayon, c'est elle qui a sonné. Ces gens-là avaient déjà des détecteurs, c'était pas les nôtres, alors ils ont été évacués, ils ont reçu leur vie a été épargnée, mais c'est parce qu'eux-mêmes avaient leur propre détecteur. Donc, c'est très important là, de rencontrer chaque personne. Et puis, cette campagne de sensibilisation-là est profitable pour tout le monde. C'est ce qui complète la présentation. On a un petit peu de temps pour des questions. Oui, on a un peu de temps pour des questions. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Pas de l'air d'avoir de questions jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Nadia. Merci beaucoup cette fois aussi.